les chaînes de télé se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, dont le budget dépend désormais du gouvernement, on réfléchit à 2 fois avant d'égratigner l'exécutif. Pour financer notre nouvelle série d'enquêtes indépendantes qui vont questionner les pouvoirs politiques et économiques, il ne nous reste plus qu'une seule solution, faire appel à vous. Ça nous habitera jusqu'à la fin de notre vie. Le droit à manifester, c'est un droit constitutionnel. J'ai l'impression que à cette détermination, ils n'avaient plus que la force à la fin à opposer, quoi. C'est comme un parent qui bat ses enfants, quoi, en fait. Il pense que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas ça qu'il faut faire, en fait. C'est pas une somme de 100 policiers qui font des conneries. C'est réfléchi. Il y avait une volonté d'écraser, de faire en sorte qu'on ne revienne plus. Le camp se montait vendredi matin tôt. C'était un champ prêté par un agriculteur. Très rapidement, les barnums qui se sont montés, les tentes qui ont commencé à s'installer, et puis ça a été un peu comme ça toute la journée. Quand nous sommes en convoi de tracteurs et que la préfecture de la Vienne nous arrête sur la nationale 10 pour nous dire à partir de là vous rentrez dans une zone interdite, c'est à vos risques et périls. Et quand on dit on y va en tracteur, on va aller sur la zone en tracteur, le chef gendarme présent nous dit vous vous rendez pas compte de la violence que vous allez déchaîner en y allant. Il dit mais nous on n'est pas dans un esprit de violence. Je veux redire que nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer les institutions. Nous ne céderons rien à la violence et je la condamne avec la plus grande fermeté. T'es vraiment en PLS là, ça sert à rien les hélicos, tout ça. Ils savent pas tenir leur pont, franchement. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont là. Ils sont là, putain, il y en a qui sont venus de loin. Il y a le Nico Géraud qui est devant, qui arrive du Jura, c'est incroyable. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Bravo. C'était un petit peu la petite victoire, quoi, parce qu'on avait réussi à installer le camp,
malgré tous les arrêtés préfectoraux, l'interdiction de la manif. C'était hyper joyeux. Par rapport à la précédente manifestation en octobre dernier, vous avez vraiment de très gros moyens qui sont déployés pour ce week-end ? Nous avons en effet des moyens importants. 3200 policiers et gendarmes sont mobilisés pour un dispositif qui est proportionné aux risques très importants de violence qui sont à craindre en effet au vu de la détermination des personnes qui sont sur place. Allez, on va faire la fête, pas trop demain. Non, oui, très fort. Je l'avais annoncé avant à la préfète, nous viendrons sans violence, sans rien casser. Nous sommes rentrés dans une zone interdite sans rien faire. Ça a été compliqué, ils allaient nous emmener dans une nasse. Heureusement que certains sont partis devant aussi, nous aider et préparer le terrain pour faire déplacer les CRS. Le jour même, la journée, elle a commencé par un drôle de réveil. Voir tous les hélicos et se dire, mais on fait dodo dans un pré et il y a déjà tout ça au-dessus de nous. C'est quoi cette histoire? Enfin, ils sont fous, en fait. Comment il peut y avoir autant de moyens mis dans le vol d'hélico depuis hier, quoi? C'est pas possible. Beaucoup de peur et en même temps beaucoup de joie et d'espoir d'être là et d'être avec tous ces gens. On s'est réveillé dans la boue parce qu'il avait plu énormément la nuit. Donc c'était vraiment... voilà, le terrain était hyper boueux. Moi, j'ai perdu la mémoire du jour même parce qu'effectivement, a priori, à chaque fois qu'il y a un traumatisme crânien, le cerveau bloque volontairement toute image qui lui rappelle le choc et donc un danger pour lui-même. C'est une espèce de sécurité mentale, on va dire. Je remercie au nom de tous les camarades très chaleureusement, tous les élus qui ont le courage de venir ici en écharpe et d'être vraiment, pour une fois, les représentants du peuple. Merci à vous de faire ça, vraiment, c'est très très fort. Je sais pas vous, mais nous, ça nous fait sacrément plaisir. Après Sainte-Soline la fois dernière, après toutes les manifs qu'on a déjà faites dans le coin, de voir autant de monde, de voir ce convoi qu'on a accueilli hier avec joie, de voir que nous sommes là malgré tout ce que les pronostics prévoyaient, qu'on n'y arriverait pas, qu'on ne trouverait pas d'endroit, qu'on n'arriverait pas à arriver sur place. Donc nous devons nous mobiliser, continuer de nous mobiliser et faire en sorte que ce projet de bassine sur le marais Poitevin s'arrête et qu'on puisse revenir à des choses décentes pour préparer au mieux l'avenir des générations futures. Voilà. Comme tous les camarades courageux et qui voudront déjouer les facilités d'identification, le fichage, etc., eh ben je porterai la combinaison bleue. Bleu comme l'eau, bleu comme les bleus de travail de nos ancêtres, de nos aïeux ouvriers. Donc je serai en bleu. Voilà ce que je peux vous dire. Ça fait longtemps que je suis dans certaines luttes et que j'en vois la pertinence et l'importance. Moi, ce qui me touche le plus, c'est les luttes qui lient lutte écologique et lutte sociale. Et en fait, la question de l'eau, c'est profondément social, parce que, en fait, c'est une question de juste besoin humain pour vivre. Du coup, en fait, c'était logique d'y aller. Les bassines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'approprie l'eau qui appartient à tout le monde, qui est un bien commun. On la pompe depuis les nappes phréatiques pour la mettre en surface, donc sa qualité elle se dégrade, et c'est au profit d'un tout petit nombre d'agriculteurs pour faire pousser des plants de maïs qui vont même pas servir à nourrir les Français, mais plutôt à nourrir du bétail ou à être exportés à l'étranger. Donc c'est pas du tout un modèle qui me semble pertinent. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'aller là-bas, puisque c'est une lutte qui a été
qui a été assez médiatisé et qu'il y avait besoin de monde pour supporter ça et dire non à ce projet. Disons que globalement, je m'intéresse à ce qui bouge dans la société, je vais voir ce qui s'y passe. Il se trouve que je travaille aussi majoritairement en milieu extérieur, que la problématique de l'eau, c'est quelque chose qui m'est forcément familier, quoi. J'ai aussi un entourage que je connais paysan, que je pense que la question de l'accaparement de l'eau par des intérêts capitalistes privés, ça pose une question presque de guerre de classe à l'intérieur du monde agricole, que ça vient soumettre des petits paysans au bon vouloir des propriétaires de ces méga-bassines qui décident ou non de leur distribuer de l'eau à des moments clés du monde agricole. Donc voilà. Je suis parti en tant que gilet jaune avec des amis contre des bassines. Au bout d'un moment, je crois, bientôt, on n'aura plus d'eau dans nos nappes phréatiques et puis on sera tous dans la galère, quoi. Sans eau, on sera tous morts. On se baisse et doucement, 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 on est ensemble. Oui! On nous garde de prendre son envol. Faites place devant, laissez passer l'outarde, on veut personne devant l'outarde. Et place Bassine à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Place Bassine à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé. Ce sentiment de fierté et de force d'être ensemble, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment senti à Sainte-Soline. Parce que des fois on se dit mais, je sais pas, qu'est-ce qui fait que moi j'ai compris ça, que je le vois, que d'ailleurs je n'arrive plus à voir autre chose que ça, que cet effondrement du vivant, que le fait qu'il faut s'engager, qu'il faut se battre pour nos enfants. Et qu'est-ce qui fait que moi je le vois et que d'autres ne le voient pas. Et des fois on se dit mais c'est bizarre en fait, est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Et quand vous vous retrouvez dans des moments comme ça qui sont extrêmement forts, extrêmement intenses, vous vous dites en fait je suis pas seule. Et il y a ce truc de on se connaît pas mais on est ensemble. Il y avait 3 cortèges. Il y avait un cortège de l'anguille bleue, le cortège de la loutre jaune et le cortège de l'outarde rose. L'outarde, c'est un oiseau du marais. Et moi, j'ai choisi d'aller dans le cortège de l'outarde rose, qui était le cortège présenté comme familial, plus accessible, parce que en fait, nous, on a marché que sur des chemins, on n'a pas coupé à travers champs, sauf à la toute fin. À Sainte-Soline, la guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Bassine, à Sainte-Soline. En partant avec le cortège, après un échange, Madame la préfète m'envoie un SMS pour me dire il est encore temps de vous désolidariser des gens violents qui sont autour de vous, quoi. Ce combat qu'on conduit depuis maintenant très longtemps ressemble à un combat important comme Notre-Dame-des-Landes, comme la résistance sur le plateau du Larzac. Enfin, ça prend cette dimension-là. On a toujours cette difficulté quand on essaie de s'impliquer dans ce genre de rassemblement, de ne pas emmener les gens qu'on a invités à nous rejoindre dans la lutte contre ces méga-bassines, ou plutôt dans la lutte pour la préservation d'une bonne gestion de la ressource en eau, de ne pas les emmener dans un traquenard où on les met en danger. Donc cette responsabilité-là, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui contrebalançait la forte émotion d'avoir autant de personnes qui viennent nous rejoindre sur ce combat-là. Ouais. L'État, les flics et les fachos, et là-bas, l'État, les flics et les fachos. Je suis arrivé en fait en voiture avec des amis, ça avait déjà commencé. Les cortèges, ils étaient déjà partis en 3, qui veut dire nous, on a suivi un cortège. En fait, on s'est un peu perdu au démarrage. Pendant longtemps, on ne savait même pas dans quel cortège on était. On a dû marcher 5 ou 6 kilomètres à travers champs et c'était un peu la fête, quoi. Tout le monde était content de voir qu'il y avait, au fur et à mesure qu'on avançait, on voyait que des gens nous rejoignaient, les cortèges grossissaient, donc ça faisait vraiment plaisir de voir la mobilisation et qu'on avait réussi à réunir beaucoup de personnes.
est près de 30 000 personnes aujourd'hui. L'objectif était que si on arrivait à se retrouver aussi nombreux, à cheminer vers la bassine, on imaginait avoir à encore franchir des barrages, des contournements, etc. et pour arriver jusqu'à la bassine et pénétrer dessus. L'hypothèse de M. Darmanin qui consiste à dire on voulait absolument à tout prix éviter l'installation d'une ZAD, on n'installe pas une ZAD dans une zone où on a 10 cm d'eau au fond, sauf à imaginer une ZAD flottante, mais on n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. Verre de terre. Un petit verre de terre. Pas mal ça. On va continuer. À notre grand étonnement, le matin, les convois arrivaient plutôt facilement, comme si la voie était ouverte, comme si finalement ils avaient trouvé leur scénario, puis qu'ils étaient bien d'accord avec ce scénario-là. On a marché sur le chemin. Il y a eu juste un moment où donc il y avait ces fameux gendarmes en quad qui sont arrivés, qu'on a vus au loin. Donc nous, on s'est un peu stoppés. On a commencé à mettre nos équipements de protection, nos lunettes, etc. Et en fait, ils sont partis. Et donc on a pu comme ça continuer à avancer. Et sur toute la route, justement, il n'y avait pas du tout de gendarmes, contrairement à la première manif de Sainte-Soline. Ils nous ont laissé vraiment arriver jusqu'à la bassine. Ma conviction intime, c'est qu'ils nous ont tendu un piège et que Sainte-Soline s'est absolument déroulée comme ils l'avaient imaginé. Quand Sainte-Soline se déclenche, en fait, moi je suis passé quelques semaines en amont en garde à vue et je suis passé devant le juge des libertés qui m'a mis sous contrôle judiciaire m'interdisant l'accès aux communes de Sainte-Soline et de Mauzé-sur-le-Mignon. Donc je fais la moitié du chemin, je suis en tête de cortège et puis à partir du moment où il y a la limite communale, je m'arrête. Puis je vois tous les copains, copines prendre la route de la bassine. Il y a des adieux assez émouvants parce que moi je mesure ce que ça peut vouloir dire pour des gens qui organisent ce temps depuis longtemps, qui se battent depuis des années sur le dossier, de ne pas pouvoir participer à ce moment, avec cette part d'inquiétude aussi. On a besoin de relais pour porter l'outard. On a besoin de relais pour porter l'outard, s'il vous plaît. Vous dites aux gens de venir dans le champ se poser. Là maintenant on se pose dans le champ. Quitte à ce qu'on avance un peu. Quitte à ce qu'on avance un petit peu, mais on se pose dans le champ, tranquillement. Le cortège bleu, c'était le premier arrivé. Donc à un moment, il y a eu un peu la consigne de bon bah on se fait une pause, on mange un bout, on pose pipi et puis on reprendra après quand les autres cortèges se seront approchés. Et en fait, à ce moment-là, on a commencé à effectivement se poser. Et c'est là que moi, j'ai vu les quads. Quand j'ai vu la brigade de quads se déployer, j'ai commencé à me sentir en danger parce que je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient faire. J'avais jamais vu ça avant. Je ne savais pas s'ils allaient nous encercler.
venir au contact. J'avais absolument aucune idée. Ça m'a vraiment fait penser à une espèce de spectacle de quad malsain, quoi. Et c'est là qu'il y a eu les premières lacrymos qui sont tombées pas très loin de là où on faisait une pause. C'est vraiment surréaliste. Enfin, qu'est-ce qu'ils foutent là et pourquoi on se fait canard alors que... Enfin, on est là en bleu de travail à marcher à pied, quoi. Mais on peut pas juste battre en retraite dès maintenant, quoi. Distance de l'adversaire, moins de 1 km. Mike, donc pour vous, toujours la même mission, vous portez à hauteur du convoi bleu, à distance de tir. Vous avez l'usage des armes et vous continuez à effectuer des tirs de dispersion. Les gendarmes en quad s'élancent, mais ils s'arrêtent au bout de quelques mètres. Le colonel comprend que l'unité Mike est en train de se tromper de cible. Et Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite qu'il tire pas sur le rush. Eh putain, mais ils tirent, ils sont cons quoi. Il est 12h48. Le cortège dit familial se retrouve dans un brouillard de gaz lacrymogène. De cortège. Pardon ? C'était pas le bon cortège. Et à partir du moment où les forces de l'ordre déclenchent les hostilités, on voit sortir des 3 cortèges d'ailleurs, il y en avait dans les 3 cortèges, on voit sortir effectivement des individus masqués, cagoulés, tout habillés en noir avec des sacs à dos. C'est à ce moment-là qu'ils sortent des cortèges. C'est à partir du moment où les forces de l'ordre déclenchent les hostilités. Faut pas inverser l'histoire. Et ces gens-là sortent des cortèges, on voit des cordons de... Moi je dirais qu'ils étaient peut-être 200 ou 300. Des cordons de personnes cagoulées qui se forment en cortège intermédiaire entre les 3 cortèges, donc 2 cortèges intermédiaires, qui là, eux, vont en découdre avec les forces de l'ordre. Monsieur avec le mégaphone, venez négocier. Ça sert à rien, ça va mal finir. Venez, monsieur. Allez, c'est la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Venez dialoguer avec les manifestants. On ne va pas jeter de projectiles. On va vous encercler, on va avancer, on va rentrer à un moment donné.
Le but, c'était de faire une énorme file, de se tenir par la main. Et donc, on commençait à faire une ligne, quoi, de front, en fait. Et donc, on a commencé à avancer, à se tenir par la main. Le but, c'était de faire 1, 2, 3 bassines. Passez. Doucement. Vous m'entendez là-bas? Ça arrive encore. Sinon, c'est encore nous qui allons gagner. Retirez là-bas, Sainte-Soline, avancez un peu. C'est une file sur des dizaines et des dizaines de mètres, quoi. Donc la communication entre un bout et l'autre de la file n'est pas évidente. Et donc on essayait d'avancer un peu tous en même temps. C'était pas tout à fait tous en même temps, la file n'était pas bien droite. Et à partir de là, on a été noyés sous le gaz lacrymogène. On recule un tout petit peu, on recule pas trop, regardez le vent est contre eux. Le vent est contre eux. On avait un cocktail complet de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement et de grenades assourdissantes. Mais j'ai perdu a priori très vite tous les gens que je connaissais et je pense que c'est dû à la situation, au fait que ça a explosé partout dans tous les sens et je sais même pas si c'est que j'ai paniqué ou j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Je pense que comme beaucoup d'autres, je me suis retrouvé isolé. Surtout, j'essaie de remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'on est en face d'une bassine qui ressemble à Fort-Alamo, où on a des forces de l'ordre réparties un peu partout sur la digue, au nombre de 3200 personnes, qui sont là pour protéger un trou vide, c'est-à-dire des digues empierrées, pas de bâche, pas de pompe, pas de tuyaux, rien. Il y avait des gens autour de moi qui étaient qui étaient sensibles au gaz. Moi, j'avais du sérum physiologique, donc j'en ai passé à certaines personnes. Et puis à un moment, j'ai vu un groupe devant moi qui s'est mis à reculer. Du coup, j'ai reculé aussi.
C'était hyper dur de savoir ce qui se passait en fait, de savoir quel était le moment, où est-ce que les gens allaient, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel était l'objectif. Enfin, c'était vraiment dur de se repérer. J'ai fait beaucoup de manifs gilets jaunes, je m'attendais vraiment pas à ça. Surtout en plein milieu des champs. Mais pas autant de violence comme ça. C'est qui le responsable de Grenade? Là, on fera les comptes ce soir. Ouais. On va des bagnoles! Voiture! Je prends la route du campement, je retourne au campement en me disant que va y avoir besoin de monde pour brancarder, pour porter, pour soulager les camarades blessés. Et là, je vis 2 heures de cauchemar, quoi, 3 heures de cauchemar, où les copains arrivent par voiture et se quinter, mais de ouf, quoi. Et encore, les cas les plus graves passent pas entre nos mains. En fait, ils sont pas transportables. Mais j'ai des camarades qui arrivent avec le visage fracassé, la lèvre fendue de bas en haut, un œil exorbité, des chairs. Enfin, c'est. Et là, je prends la mesure de l'horreur. Je recule et je commence à marcher en direction opposée à la bassine, donc je suis dos à la bassine. Et là, je vois une personne devant moi qui regarde en l'air et qui crie grenade ou attention, l'un des deux. Et j'ai essayé d'estimer la provenance du tir en fonction de son regard. Et je me suis décalé sur le côté et c'est juste à ce moment-là que j'ai entendu un bruit très très sourd. Et j'ai ressenti au même moment une douleur atroce au niveau du pied gauche. En fait, il y avait une espèce de petit fossé et une piste qui amenait à la bassine, qui était un peu surélevée. Et on s'est dit, bon, bah, on monte sur la piste, comme ça on aura juste un point de vue en fait, sur ce qui se passe et où ça en est, et qu'est-ce que font les jaunes, et où sont les roses, et où est notre cortège à nous en fait. Parce que du coup, il était en plein de morceaux à ce moment-là. C'est au moment où on est monté sur la piste que je me suis pris la grenade. Et une demi-seconde après, la fameuse grenade qu'elle avait pris au visage lui a explosé en plus entre les jambes. Et au niveau des chevilles, parce que forcément la grenade elle a rebondi sur son visage, elle est tombée au sol et boum. C'est quelqu'un qui était les mains dans les poches en train de regarder ce qui se passait, ni vindicatif ni quoi que ce soit, qui les mains dans les poches a d'un coup fait comme ça et parti à la renverse. Il y avait, pendant la première minute, il n'y avait aucun signe ni de conscience, ni de connaissance, ni quoi que ce soit. Donc là en fait j'ai déplié le brancard, il y a une autre équipe qui est arrivée. On a brancardé, on a extrait, et du coup, pendant l'extraction, ils voulaient se poser, j'aurais dit, on avance au minimum 120 mètres du dispositif pour s'éloigner suffisamment, donc être au-delà des grenades avec des propulseurs 100 mètres et en deçà des grenades avec des propulseurs 150, pour être un peu dans la zone tampon, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour relever les blessures? On attend la musique. J'étais un petit peu à l'écart, quoi. J'étais un petit peu écarté parce que je venais voir qu'est-ce qui se passait. Et puis, j'ai pris un flashball, quoi. Je sais pas d'où, mais je l'ai pris dans la gorge. Je suis tombé assommé. Il était inconscient, il respirait de manière anormale. Il était gravement blessé au niveau du cou, avec un hématome très important, et c'était probablement ça qui lui occasionnait des difficultés respiratoires et neurologiques, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision vraiment d'avoir un appui médicalisé professionnel, et donc d'appeler le 15 pour que cette personne soit évacuée le plus rapidement possible vers un hôpital. Ça prend un peu de temps parce que déjà on n'arrivait pas à s'entendre au départ. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont demandé au départ de l'évacuer plus loin des affrontements, ce qui a été fait. Et une fois qu'il était à l'écart des affrontements, donc à plusieurs centaines de mètres, le SAMU 79 nous envoie les liens de géolocalisation à 13h28. Plusieurs minutes plus tard, ils ont dit non, finalement,
on ne va pas pouvoir intervenir, il faut que vous l'évacuez vers le bourg de Sainte-Soline. Le 15 me confirme, oui, devant l'église, il y aura un véhicule de secours qui vous attendra. On a crié à tous les manifestants qui étaient autour de trouver une solution pour avoir un véhicule. Et en fait, quand la camionnette est arrivée, personne n'était au rendez-vous en fait. J'ai le souvenir de quelque chose qui explose derrière moi avant le deuxième impact, mais pendant très longtemps j'ai cru que j'avais reçu un coup de matraque télescopique qui m'avait enfoncé le crâne, parce que j'ai le souvenir d'un choc crânien très important. Bon, a priori le tir qui m'a visé, bon, tout est pas encore clair évidemment, mais bon, c'est des projectiles qui sont censés tirer en l'air et pas en tir tendu. Ça n'a pas du tout la même force d'impact. Le choc m'a détruit une partie de ma boîte crânienne, donc à l'heure actuelle, je ne suis pas protégé intégralement par mon crâne, donc je mets un casque en attendant d'avoir une prothèse. Voilà. Je m'accroupis et je commence à faire un maintien-tête. Après, je me suis aperçu que ça continuait à saigner, donc de là, j'ai décidé d'appliquer des soins aussi bien que je pouvais. En fait, il y avait son crâne avec une de ses blessures là. J'appuyais aussi fort que possible, mais sans lui causer trauma. Et je maintenais son rachis avec mes doigts. Et de temps en temps, avec mes pouces, je le maintenais un peu éveillé. J'essayais de lui titiller un peu les yeux ou de lui demander un signe de vie. Je l'ai embêté pendant très longtemps pour qu'il reste conscient. J'ai cru que Serge allait mourir plusieurs fois. Notamment à chaque fois qu'on était obligé de le déplacer parce qu'on se faisait tirer dessus. Avec des gaz, avec du LBD, avec tout le matériel en vigueur. Je me sens très impuissant à ce moment-là. La question que je me pose, c'est en quoi je peux être utile dans ce chaos absolument indescriptible. Et donc là, j'identifie plusieurs élus dans un proche périmètre. Je lève la voix dans ce brouhaha et je leur dis il faut qu'on protège les blessés. Et donc là, je leur dis rassemblons-nous, faisons comme une sorte de bouclier, une sorte de chaîne humaine là qui derrière nous permettra de protéger des blessés graves. J'identifie un endroit où on est au bout d'une petite route goudronnée qui peut être cette infirmerie de fortune. Donc on se met là en colonne avec nos écharpes distinctives, bleu, blanc, rouge, bleu avec des étoiles pour les députés européens, pour essayer de protéger cette zone. Heureusement j'étais bien entouré, quoi, des gens qui étaient là. Le médecin qui est passé pour essayer de regarder un peu la blessure. Il y a aussi le moment où il me découpe la botte et que je vois mon pied, je vois mes orteils. Donc je suis assez soulagé que je vois que mes orteils sont là. Je vois juste que mon pied, il y a un os qui sort sur le dessus, qui n'est pas censé être là. Beaucoup de blessés sur les membres inférieurs qui ont des grenades qui leur ont pété aux pieds et qui ont emporté des mollets, des bouts de pied. Moi, la scène qui m'a le plus frappé et qui me hante encore aujourd'hui, et j'aimerais bien revoir cette jeune fille parce que je reconnais être traumatisé par les images de cette jeune femme. Je me rappelle que j'avais horriblement froid et que je sentais qu'on me rajoutait des trucs dessus et qu'il y a plein de gens qui enlevaient leur pull, leur fringue pour me les mettre dessus parce que je tremblais alors que j'avais genre 2 couvertures de survie sur moi. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'en fait, genre ma bouche était... Il n'y avait plus rien qui avait du sens, quoi. Enfin, il y avait... En fait, j'essayais de comprendre où étaient mes dents. Et je les trouvais pas. Et je sentais que mon palais était pété en deux.
et plus au même niveau. En fait, je sais pas comment dire, mais normalement le palais il est comme ça, et là il était comme ça. Et moi, l'image qui m'est venue, c'est les gueules cassées dans les bouquins d'histoire, quoi, ce qu'on voit au collège. Tout d'un coup, il y a une sorte de vent de panique. On dit les quads vont revenir, les quads vont revenir. Nous, on ne sait pas ce que c'est des quads. Moi, je ne sais pas qu'il y a des policiers ou des gendarmes en quad, je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à Lara Croft, je me dis mais où est-on ? Je me rappelle de Benoît qui commence à être très stressé alors qu'il connaît bien ce genre de manif, qui me dit tu regardes plus ton téléphone, tu le ranges, tu regardes toujours au-dessus. Et ils n'arrivent pas, vous voyez, du côté des affrontements, ils arrivent à rebours. Ils arrivent de l'autre côté du champ. C'est-à-dire qu'ils prennent à revers les manifestants qui se tenaient le plus loin des heurts. Et donc ils vont vers la bassine et quelques-uns bifurquent et viennent vraiment vers nous, viennent au contact, très proche, nous tirent des grenades. Alors moi j'en ai une qui explose juste à côté de mon pied. Et donc il faut savoir que les blessés sont allongés au sol, qui peuvent bouger, et qui sont vraiment au niveau de l'impact et des éclats de grenades et de la lacrymo. Et ces blessés graves qui étaient déjà en grave difficulté, on rajoute de la difficulté à la difficulté en les mettant dans une atmosphère saturée de gaz lacrymogène. C'est juste criminel. Et je suis renforcé dans ce constat-là par les observateurs de la Ligue des droits de l'homme. Il n'y avait absolument pas de menace directe vis-à-vis des forces qui étaient montées sur les quads. Et il était très clair que les blessés étaient derrière une chaîne humaine de personnes qui faisaient face aux quads avec leurs écharpes. Voilà, les intentions étaient très très claires, même à la distance qui devait être entre 50 et 100 mètres des forces de gendarmerie. Donc c'était pas possible de ne pas voir ce qui se passait à ce moment-là. J'ai été mis en grave difficulté respiratoire plusieurs dizaines de minutes où j'ai cru que j'allais mourir étouffé à Sainte-Soline tellement les gaz lacrymogènes étaient puissants. Dans une confusion la plus totale, on part en courant en fait en portant 4 personnes par blessé, des gens plus loin, on ne sait pas vers où, mais on essaye de fuir cette lacrymo. Et je me rappelle de gens qui courent à nos côtés, qui doivent être des médics, et qui disent « Est-ce que vous avez besoin de Malox, vous savez, pour mettre dans les yeux ?» Et moi, je me rappelle, j'ai dit oui, parce que moi, vraiment, on n'y voyait rien, on pleurait, enfin, les yeux pleuraient en même temps qu'on courait, c'était un peu dangereux. Et donc moi, j'ai l'impression que c'est mon sauveur qui arrive en disant « Est-ce que tu veux du Malox ?» Je dis oui, oui. Et là, il fait ça, et il dit « Ah bah merde, j'en ai plus. » Et donc je me rappelle on a tous un tiré en disant « Bon allez, on s'en fout, on court quoi. » Et en fait, c'est un moment où on réfléchit pas vraiment. Les images reviennent maintenant, mais c'est un moment où on réfléchit pas et on veut partir le plus loin possible et emporter le plus de blessés possible avec nous. À partir de 14h08, vraiment, les choses sont beaucoup plus calmes qu'auparavant. Il y a vraiment plus de tirs échangés, au-delà des personnes qui étaient présentes sur les lieux et qui étaient, on voyait clairement qu'elles étaient assez agitées par la situation et notamment le fait de ne pas voir venir les secours pour Serge D. Moi, j'avais super peur qu'il meure là, quoi.
Et en plus, c'est con, mais il était tout seul en fait. Enfin, il avait pas ses amis qui étaient là avec lui. Parce que je pense qu'au moment où il a été blessé, il n'était pas avec eux et elle, les personnes avec qui il était venu. Et donc du coup, il était tout seul. Enfin, c'est con parce que de toute façon, il était dans le coma. Enfin, il se rendait pas compte, je pense, mais ouais, c'était. Enfin, on avait vraiment peur qu'il meure, quoi. Pendant que je tenais Serge entre mes mains, j'ai explicitement demandé à quelqu'un qui était autour de nous d'appeler le SMUR, qui est le service de réanimation du SAMU, pour qu'ils viennent. Et en leur expliquant que c'était une urgence vitale, on leur a fait un bilan clair, concis, et, enfin, un vrai bilan, pas quelque chose de bâclé. On leur a donné toutes les clés en main et en fait, ils nous ont expliqué que c'était très bien, qu'on avait fait du bon boulot, mais qu'ils ne pouvaient pas venir, qu'ils étaient bloqués par la préfecture. C'est vers 14h que ça a commencé, où en fait j'ai eu des premiers appels pour m'informer qu'il y avait des blessés très graves. Et à tel point que moi j'étais en train de commencer à manger, je cours à l'infirmerie pour commencer à noter en fait sur un papier l'âge, le genre et les blessures que des personnes qu'on me signale, quoi, pour essayer d'établir une liste. Et en fait, on se rend compte très vite qu'il y en a 1, 2 ou 3 qu'il faut vraiment évacuer très très vite, dont un en particulier qu'il faut évacuer en premier, c'est évident. Vous êtes bien en relation avec les sapeurs-pompiers. Veuillez ne pas quitter. Moi, je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. La LDH nous dit qu'il y a des médecins militaires qui viennent d'arriver sur place. Est-ce que vous avez cette information, vous aussi, ou pas? Les médecins militaires, ils sont là pour les forces de l'ordre. Ah, ils sont là pour les forces de l'ordre, ok. C'est leur service de médecine pour les forces de l'ordre. Ah, d'accord. Okay. Vous avez interdiction d'intervenir. Vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir alors que vous avez... On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que vous êtes considéré comme étant dangereux sur place. Ok. Vous n'avez pas l'autorisation des forces de l'ordre ou de votre analyse? On n'a pas l'autorisation de toutes les institutions sur place. Pour l'instant, on est sur leur commandement. Quelles institutions du coup? Voilà. On a besoin d'analyser très clairement parce que là, il y a quelqu'un qui peut décéder. Donc, pour que les responsabilités soient établies, on a besoin de savoir. On fait au mieux, mais malheureusement, il y a pas Donc, qui interdit l'accès à cette personne en danger grave, vital? Et donc, vous confirmez que c'est la préfecture qui interdit l'accès, c'est ça en fait? Non, c'est pas la préfecture qui interdit l'accès, je vous dis que c'est le commandement sur place. Ok, comment on fait pour contacter le commandement sur place? Eh ben, il faut passer par la préfecture. On essaye d'avoir le commandement sur place, mais en fait, on n'a pas de numéro, ils ne nous donnent pas de numéro, donc il y a quand même une espèce de rupture là. Il y a des erreurs qui sont dites, il y a une énorme erreur notamment qui est de dire que les médecins militaires sont là pour les gendarmes ou les policiers, alors qu'en fait ils sont là pour tout le monde et qu'ils sont pas là. Il dit qu'ils sont pas là pour les manifestants, ce qui est une aberration. C'est un acte délibéré pour le coup d'accentuer les séquelles qu'ils savent très bien qu'ils ont menées en tirant au hasard sur une foule. Hein. Donc après, derrière, oui, je pense qu'ils savent les conséquences de ce que c'est que bloquer l'arrivée des secours. Ils le feraient pas pour eux-mêmes, par exemple. Je suis resté dans la terre. C'est pour ça que j'ai eu une infection à ma plaie quand je suis arrivé à l'hôpital et que j'étais dans les gaz lacrymogènes. Donc j'ai eu une infection aussi au poumon. Et il y a eu un énorme délai de prise en charge. Il n'y avait aucune raison de ne pas intervenir, aucune. Sinon ils avaient décidé qu'on était hyper dangereux et qu'on allait les tuer s'ils intervenaient, quoi. Mais c'est du délire, en fait. Je pense c'est comme s'il y avait une construction administrative qui produisait ce truc, moi j'ai l'impression. J'ai témoigné à l'IGGN au mois de mai 2023, et en fait ils m'ont expliqué des histoires de zones rouges et de zones d'interdiction des secours. Et que ces zones, elles sont créées, par exemple, ils ont utilisé l'exemple d'une situation de prise d'otage avec un terroriste armé qui a tué éventuellement des gens, que du coup on comprend bien qu'il y a des zones où il ne faut pas aller. Je suis le responsable en fait de l'ensemble du pôle urgence SAMU-SMUR réanimation. Sur les premiers appels dont vous dites, on a au SAMU, on a demandé aux gens de dire est-ce que vous pouvez
rapprocher, est-ce que vous pouvez éloigner en fait la personne, le blessé, de l'endroit où il y a des attaques. Donc on essaye aussi de, entre guillemets, quelque part, de retirer la personne du zone d'exclusion. En fait, la zone d'exclusion, comme on le parle aujourd'hui, effectivement, c'est des apprentissages des événements terroristes. N'importe quel type de tir pouvait être dangereux, même si c'était pas destiné aux équipes médicales. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous avez envoyé quelqu'un et qu'il y a une pierre qui vous tombe dessus, bah c'est dans ce sens-là que c'est dangereux. En fait, ils ont adapté, utilisé ces procédures-là. Moi, mon impression, c'est ça, c'est qu'ils ont utilisé ces procédures-là pour Sainte-Soline, alors que le risque n'était pas généré par un terroriste, il était généré par les armes de la police avant toute autre chose. Je me suis retrouvé à côté de Serge par le hasard des positionnements et des négociations avec la préfecture. Et on a donc des échanges. Et il m'appelle à ce moment-là pour me dire qu'il faut aller expliquer aux blessés qu'ils se rendent aux forces de l'ordre. Et moi j'entends autour de moi, non mais il faut leur dire que c'est en urgence absolue, vitale. La préfète me rappelle très rapidement et me dit vous êtes où, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique qu'on est avec des blessés, qu'on a été pris pour cible. Je voulais lui envoyer mes géolocalisations WhatsApp, qu'elle n'a pas WhatsApp évidemment sur son téléphone de la préfecture, donc elle me dit je vous donne mon numéro perso, mais je vous fais confiance et qu'entre nous. Et je comprends qu'elle a une angoisse que les Black Blocs ou je ne sais pas qui attaquent le convoi des secours. Bon, les minutes s'égrènent, j'ai plusieurs échanges avec les renseignements territoriaux et je finis par moi-même envoyer parce que j'ai le numéro de madame la préfète, je lui envoie directement un SMS en lui demandant de laisser passer les secours parce qu'il y a des urgences vitales et je finis par négocier moi-même la sortie de médecins militaires. On a vu de loin une personne de la Confédération paysanne avec son drapeau jaune courir vers nous avec 2 gendarmes derrière. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je sors avec les médecins militaires, les gens au loin ne savent pas ce qui s'est passé. Et de loin, l'image, c'est plutôt deux militaires qui courent après moi. Et c'est ce qui inquiète un certain nombre de manifestants. Et dans l'enchaînement réel, je m'arrête à un moment donné, voyant ça, je m'arrête pour expliquer aux gens les plus proches que ne vous inquiétez pas, c'est pour aller sauver quelqu'un, laissez-les faire. Et donc je repars avec les médecins militaires. Et moi, je les ai accueillis à bras ouverts. Et les autres manifestants aussi? Ouais, aussi, aucun souci. Bien au contraire, on était contents qu'ils puissent venir nous aider. On savait qu'à partir du moment où ils allaient être là, la situation allait se débloquer. Je suis resté dans le coma 1 mois et demi. Donc, il m'avait plongé dans le coma dès la prise en charge par les secours à Sainte-Soline. Hein. Et c'est quand ils ont arrêté le traitement que j'ai fini par me réveiller. Il n'y a aucun bilan définitif de mes séquelles. Donc forcément, je suis à la fois en travail de récupération, mais surtout, je suis aussi en attente de savoir concrètement l'étendue des dégâts. Et comme je vous disais, je suis en attente d'une opération également, mais... Et dans tous les cas, on m'a préparé au fait que les traumatismes crâniens, c'était sur du très long terme. Je garde confiance dans le fait de retrouver mes aptitudes parce que j'ai envie et que je vais me battre pour ça. Après, je sais qu'il y a des choses qui ne reviendront pas. Enfin, on m'a déjà détruit une oreille et ça, je sais qu'elle ne reviendra pas. Elle est morte. Moi, je sais pas combien de temps je suis resté à l'agonie par terre, mais je suis resté un petit moment. C'était surtout plus dur pour mon petit garçon de 12 ans, quoi. Parce que je savais pas trop où il allait se retrouver et tout ça. Et ça a été dur, quoi. Après, je savais qu'il y avait maman à côté, mais bon. Mais ma maman m'a pas lâché. Elle a toujours été là pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit au petit? J'ai dit, bah voilà, papa, il est en manifestation et
Et il s'est fait tirer par un LBD sur lui. Je fais alors papa, il est très malade pour le moment. Je fais donc, il va pas revenir tout de suite. Je fais faut le laisser se guérir avant et puis après on verra. Le petit très très fort m'a dit d'accord mamie, même si il a beaucoup pleuré, il a dit d'accord mamie, je te fais confiance. J'ai dit bon on fera tout pour papa et du coup voilà quoi. Une fois que j'étais à l'hôpital, en fait, je me suis réveillée de l'opération qui a duré 5 heures. Et en fait, pas longtemps après que je sois réveillée, il y a les flics qui sont venus à l'hôpital. Et il y a des soignants qui sont rentrés en me disant que les flics étaient là et qu'ils devaient venir prendre toutes mes affaires. Et là, en fait, moi, là, pour le coup, c'est le premier moment où j'ai pleuré consciemment depuis que je m'étais fait défoncer la gueule parce qu'il y avait un truc de... Mais comment ils peuvent se permettre ça, en fait? Comment ils peuvent se permettre de venir, de récupérer toutes mes affaires, y compris mon téléphone, qui est mon moyen de communication avec mes proches? Je sais qu'en octobre, ils sont allés chercher des gens à l'hôpital pour les foutre en garde à vue. Et déjà, en octobre, ça m'avait fait un choc énorme d'apprendre ça. Et là, je me suis dit, ça se trouve, ils vont venir me chercher. Et ça, c'était un truc de... Ça se trouve, à cause d'eux, je vais même pas pouvoir être soignée. Alors que c'est eux qui m'ont blessée. Même s'ils avaient trouvé des cailloux dans mes poches, à quel moment ça justifie de lancer un caillou sur un camion ou sur une armure? À quel moment ça justifie de se faire exploser les deux le visage? Jamais. J'ai porté plainte. Vous en attendez procès, après on verra qu'est-ce qui se passera par la suite. Vous attendez quoi de la justice? De savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment, qui c'est qui m'a tiré dessus, ou quoi, parce que moi j'ai rien fait du tout, j'ai pris un LBD dans la tête. Et je suis bien content d'être vivant, quoi. D'être en vie, quoi. D'avoir mes 2 jambes, mes 2 bras. Il faudra que toute la chaîne de commandement soit épluchée pour qu'on puisse déterminer qui a conçu ce plan d'un fortin, d'un camp retranché, qui a créé les conditions du cataclysme. La vraie responsabilité, c'est de ne pas avoir organisé les choses. Et quand vous êtes ministre de l'Intérieur, que vous prévoyez autant de forces de l'ordre, autant de munitions, un dispositif tel que vous ne vous disiez pas on va avoir besoin d'ambulances, on va avoir besoin d'un corridor sanitaire, parce que même les guerres ont une règle. Et en fait, Sainte-Soline, de fait, était un terrain de guerre. Moi, je suis stupéfaite en tant qu'avocate qui a l'habitude de traiter de ce genre de dossier par le déploiement de la force qui a été fait ce jour-là et le caractère complètement indiscriminé de l'usage de la force. Une grenade qui explose près d'un membre ou près du corps, en particulier près du tronc, elle peut entraîner des ondes de choc dans le corps et créer des lésions internes. Et je pense qu'il y a des blessures internes chez les blessés de Sainte-Soline qui sont liées à ces ondes de choc. En fait, ça, il faudrait juste les interdire, c'est pas normal. Tout a été fait pour venir en secours aux personnes qui étaient blessées. Et je suis choquée, je trouve que c'est insupportable pour l'engagement de l'ensemble des services de secours mobilisés que de prétendre que l'arrivée des secours aurait été bloquée sciemment. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Seules des armes intermédiaires ont été utilisées. Par contre, des armes de guerre de la part de certains casseurs l'ont été, notamment, je pense, au cocktail Molotov. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir. C'est les gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Non, Madame la préfète n'a pas refusé de répondre à Madame Tondelier. Elle a eu énormément d'échanges, d'ailleurs, tout au long de la journée avec elle. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogène contre les individus blessés qui étaient en retrait. Gérald Darmanin, il peut passer dans les médias à peu près quand il veut pour raconter n'importe quoi. La préfète, sa parole est censée être officielle, donc en fait, elle va toujours être considérée comme quelque chose de légitime et de vrai. Et nous, qui n'avons pas de pouvoir, en fait,
on peut pas être autant écouté, on peut pas être considéré autant légitime. Notre parole, elle va être délégitimée parce que on est des militants, etc. Donc bon, les militants, ils disent pas trop la vérité quand même parce qu'ils sont militants. Donc en fait, ils ont une idéologie, comme si Darmanin et la préfète n'avaient pas une idéologie et n'avaient pas des intérêts à défendre. Et du coup, c'est ce rapport de force-là qui est tellement asymétrique où déjà à Sainte-Soline, moi j'ai eu l'impression qu'on se faisait écraser. Que c'était pas seulement défendre quelque chose. Moi, je crois qu'il y avait une volonté d'écraser, de faire en sorte qu'on revienne plus, de nous abîmer, quoi, collectivement, individuellement, et de faire une démonstration de force. Regardez ce que c'est que l'État. Regardez ce que c'est que l'État. En fait, si on veut, on vous balance 5000 grenades en 2 heures dans la tête. Et vous savez quoi, en plus, après on va le justifier et on va dire que c'était bien et que vous le méritiez. Et votre récit n'existera même pas. Votre récit, la façon dont vous avez vécu les choses, ce que vous avez vécu dans votre chair, dans vos esprits, dans vos cœurs, ça n'existera pas. On va faire en sorte que ça n'existe pas, que ça ne soit pas entendu. Il y a eu moins d'une dizaine d'interpellations. La consigne, évidemment, des gendarmes était de pouvoir tenir, bien sûr, pour empêcher cette ZAD et empêcher, évidemment, que du côté des manifestants où il y avait parfois des familles, mais il y avait aussi des élus, chacun leur a constaté les choses puissent dégénérer. Les gendarmes ont fait honneur à la République ce week-end. J'ai peut-être du mal à douter trop de l'humanité, mais je me disais, mais c'est impossible. Enfin, il a dû être mal renseigné, mal briefé. Je vois pas comment il pourrait mentir exprès, en fait. Ça ne peut pas exister. Un ministre républicain de l'Intérieur ne peut pas faire ça. Le médecin du GIGN, monsieur le sénateur, qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par manifestement vos camarades d'un jour, et les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour parce qu'alors qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des pluies de pavés et de cocktails Molotov. Et donc je me rappelle à ce moment-là de sortir de mon truc d'abattement, d'un peu de contre-coup, en disant en fait, t'as pas le temps, cocotte, pour le contre-coup. C'est une bataille de récit qui est en train de se jouer. Et si les gens qui ont un peu d'écho médiatique qui étaient présents ne racontent pas ce qu'ils ont vu, alors il aura raison de dire n'importe quoi puisque c'est ça qui imprimera. À un moment donné, une lutte, quand elle finit par être comprise par une grande partie de la population comme pas la lutte de quelques-uns, mais la lutte de tout le monde, et que c'est un intérêt pour tout le monde de lutter, on est des millions, quoi. Donc, et ça, ils en ont peur. Moi, ce que je voudrais par rapport à Sainte-Soline, c'est qu'il y ait un peu de justice. Alors, je ne crois pas du tout que ça va se faire dans les tribunaux, mais au moins de pouvoir un peu établir la vérité et que notre récit, à nous, il puisse être entendu, qu'il puisse exister et qu'il puisse peut-être même, au fil des années, devenir le récit qui est en fait celui de la vérité de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. On a détruit en partie ma vie, quoi, au sens que je me retrouve dans l'incapacité de faire une bonne partie des choses que j'aimais faire, qui constituaient ma vie. Déjà, j'avais beaucoup de colère en soi contre une bonne partie du fonctionnement de cette société, mais là, ça ne l'a qu'accentué, c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas faire amende honorable. Hein. Il ne s'agit pas du tout de dire que je regrette quoi que ce soit d'être allé à une manifestation, sûrement pas. Après, oui, voilà. Par contre, je le savais que la violence de la police, elle était réelle et elle s'accentuait de lutte en lutte depuis des années. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, on ne pense jamais que ça va être nous, le prochain. Je pense que ce sera toujours avec moi.
Toute ma vie. J'ai aucun regret parce que pour moi c'est juste quoi, c'est la chose juste à faire et je me serais pas vu de vivre ma vie en me disant on a laissé ces projets-là se faire sans rien dire quoi. Je vais arriver à parler. Je pense que comme beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui ne nous lâchera jamais. De se dire que, en fait, l'État français est capable de ça. En fait, quand on ramène les choses à ce qu'elles sont, on a été plus de 200 blessés physiquement et 10 000 fois plus à être traumatisés, je pense, pour avoir demandé de pouvoir boire de l'eau et se nourrir dans 10 ans. Je vais me battre et je vais tout faire pour récupérer qui j'étais et je reviendrai lutter aux côtés d'autres personnes un jour. Aujourd'hui, j'ai 20 piges. Et je sais que si aujourd'hui, je fais pas tout ce que je peux, en fait, je vais crever de honte. On a le pouvoir de mettre fin à des grands projets aberrants comme les méga-bassines. On a le pouvoir de lutter pour améliorer nos conditions de vie. Il faut juste qu'on trouve des moyens efficaces de le faire collectivement à une large échelle entre tous les gens qui vivent la même condition et qui ont envie d'améliorer leur situation. Le moteur de l'histoire, comme je disais, c'est nos luttes. C'est pas des actes individuels, c'est comment collectivement on arrive à changer les choses en se prenant en main. La lutte est certes devenue dangereuse, mais ne pas lutter, c'est encore plus dangereux.
L'histoire de Serge, Michael, Alix et Olivier, aucune chaîne de télé n'a osé la raconter. Or, étouffer les voix de celles et ceux qui ont vécu Sainte-Soline dans leur chair, c'est les écraser une deuxième fois. Je m'appelle Clarisse Feltin et j'ai réalisé ce documentaire avec Maëlys Kider. Grâce à la coproduction de Reporters et Off Investigation, nous pouvons vous le proposer en accès libre. Mais pour continuer demain, nous avons besoin de vous. En faisant un don aujourd'hui, vous permettez à nos prochaines enquêtes d'exister. Pour que d'autres voix émergent et participent à faire éclater la vérité, faites un don. Merci pour votre engagement.